Bonjour à tous. À la une, la journée de lutte contre les mutilations génitales féminines. Les autorités ivoiriennes s'inscrivent dans les nouveaux objectifs du développement durable, éliminer les mutilations génitales féminines d'ici à 2030. Lutte contre l'insécurité, un fumoir a été détruit à Djamé, quartier rouge, de la drogue et des armes blanches saisies, des toxicomanes interpellés par la police des stupéfiants et des drogues. 8 morts, 300 blessés, des immeubles effondrés, 240 personnes sans abri. Un séisme a secoué la Taïwan ce samedi matin. Les recherches d'éventuels survivants se poursuivent dans les décombres. Nous sommes le samedi 6 février. Bienvenue dans ce journal de 13h. Merci d'être avec nous sur RTI 1. Le Fonds de l'environnement félicite la Côte d'Ivoire. Le pays a géré de façon rationnelle et efficiente les financements mis à sa disposition. La présidente directrice générale du fonds a rencontré le Premier ministre ivoirien. Daniel Cablon-Duncan s'est ensuite entretenu avec le directeur du département statistique du FMI. Le reportage est signé Hugues Blé. Depuis le début du Fonds pour l'environnement, ce ne sont pas moins de 24 milliards de francs CFA que la Côte d'Ivoire a reçu de ce fonds, environ 200 milliards si l'on inclut les projets régionaux et sous-régionaux. Des ressources utilisées de façon rationnelle et efficiente, apprécie la présidente directrice générale du FEM. Naoko Ishii a donc tout naturellement marqué au cours de cet entretien avec le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan l'importance pour le FEM d'accompagner la Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre du volet environnement de son plan de développement 2016-2020. Le mardi passé, la Côte d'Ivoire a inauguré un projet très important concernant la gestion des pesticides avec 7 millions de dollars du FEM et une contribution du gouvernement de Côte d'Ivoire d'environ 24 millions. Le FEM a décidé d'accompagner la Côte d'Ivoire pour mettre en place une base de données qui permet de connaître où se localisent les pesticides, gérer les stocks, parce qu'il y a des stocks obsolètes qu'on trouve un peu partout dans le pays, et surtout mettre en place une politique qui permet d'éviter l'accumulation de ces pesticides dans le futur. Cette entrevue d'Abidjan entre le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan et le directeur des statistiques du Fonds monétaire international a fait suite à celle d'octobre dernier à Lima, au Pérou, où se tenaient les assemblées annuelles FMI Banque mondiale. La rencontre d'Abidjan, une autre occasion pour les deux personnalités de souligner une fois encore l'importance de l'appareil statistique dans la prise de décision. Nous avons suivi certains dossiers qui sont très chauds dans le domaine de la statistique. Il y a eu des progrès considérables qui ont été faits, en particulier l'amélioration de la comptabilité nationale, l'amélioration des comptes agricoles, l'amélioration des données sur l'administration publique. Et je peux dire que le Premier ministre tient à cœur l'amélioration des statistiques parce qu'il est très conscient de l'impact que ça a sur la prise de décision des pouvoirs publics et aussi des réalisations. Ouverture hier de la 8e réunion des ministres du Conseil de l'Entente. Les participants vont faire des propositions pour venir à bout du terrorisme sur le continent. Le but de la rencontre est également d'insuffler un nouveau dynamisme au Conseil de l'Entente. Michel Mambo. 15 janvier 2016, le Burkina Faso est victime d'une attaque terroriste. Au moins 30 morts. La menace continue de planer. La situation est alarmante. Réuni à Abidjan ce 5 février à l'occasion de sa 8e session ordinaire, le Conseil des ministres, membres du Conseil de l'Entente, aborde le sujet. Cette lutte contre le terrorisme suppose un renforcement de nos instruments de coopération policière et judiciaire, ainsi qu'une mutualisation de nos moyens, notamment dans le domaine des renseignements. Il nous faut nécessairement de l'anticipation, assez de moyens, assez d'hommes et aussi assez d'intelligence de la situation qui prévaut actuellement. Notre sécurité commune est à ce prix. L'immigration, la démocratie, la bonne gouvernance, également au cœur des échanges. Et les ministres en conclave ne perdent pas de vue le financement pour la bonne marche de l'organisation. Notre
organisation a un plan stratégique qui est mis en œuvre depuis 2013. Donc nous allons examiner certaines activités précises, très visibles par nos populations dans ces pays. Que ce soit l'électrification solaire, que ce soit l'hydraulique, le Conseil de l'entente est en train de reprendre, si je peux m'exprimer ainsi, du poids de la bête, et sa présence est de plus en plus ressentie directement par les populations. La délocalisation de la réunion du Conseil à Abidjan, un retour aux sources qui certainement a porté ses fruits. Car au sortir de la réunion, l'on enregistre l'adoption du budget 2016 qui s'équilibre en recettes et en dépenses à 3 240 692 429 francs CFA. Des propositions ont également été faites dans le sens du renforcement de la coopération politique entre les pays membres. Reste maintenant leur adoption par le prochain sommet des chefs d'État du Conseil de l'Entente pour un mieux-être des populations de l'espace. 16e journée mondiale sans téléphone portable et smartphone. Pendant 3 jours à compter de ce samedi, chacun est invité à réfléchir à l'usage qu'il fait des téléphones portables. En Côte d'Ivoire, ils sont interdits au volant depuis avril 2013. Les contrevenants s'exposent à une amende de 10 000 francs CFA. C'est également aujourd'hui la journée internationale de lutte contre les mutilations génitales féminines. Une date symbolique pour sensibiliser, interpeller les populations sur ces pratiques aux conséquences terribles pour la femme. Le gouvernement ivoirien s'inscrit dans les nouveaux objectifs du développement durable, éliminer les mutilations génitales féminines d'ici à 2030. Patricia Omoetia. Selon les estimations de l'OMS, environ 140 millions de femmes ont subi une forme quelconque de mutilation génitale. Près de 2 femmes sur 5, soit 38%, sont excisées dans notre pays. Une pratique répandue en Côte d'Ivoire. Cette pratique persiste malheureusement dans toutes les régions du pays, avec une prédominance dans les régions nord, ouest et nord, qui passe la barre des 70% des femmes excisées, suivi des régions de l'ouest et du centre-nord, où plus de 50% de femmes sont concernées. Par ailleurs, la seule ville d'Abidjan présente un pourcentage de femmes excisées de 36,1%. Au nombre des conséquences, la transmission du VIH-Sida, les hémorragies, les fistules obstétricales et de nombreuses complications liées à la santé sexuelle et reproductive. Le gouvernement ivoirien entend prendre toutes ses responsabilités dans cette lutte en inscrivant la promotion de la femme et des jeunes au nombre de ses priorités. C'est pourquoi, après plusieurs années de sensibilisation, le gouvernement décide à présent de passer au stade de la répression avec l'application effective de la loi 98-757 du 23 décembre 1998 portant interdiction de la mutilation génitale féminine. Cette loi prévoit des peines pouvant aller jusqu'à 20 ans en cas de décès de la victime. L'édition 2016 de la Journée mondiale de lutte contre les mutilations génitales féminines est célébrée aussi bien à Abidjan que dans les autres régions du pays. De nombreuses organisations non gouvernementales appuient l'action du gouvernement en œuvrant également à l'élimination des mutilations génitales féminines. Elles sensibilisent les populations, exciseurs et excisés sur les conséquences sanitaires de la pratique. Éric Goré. Les mutilations génitales féminines qui agissent négativement sur la santé des jeunes filles victimes, incluant l'ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme. Les mutilations génitales sont traumatisantes pour les victimes. Elles peuvent entraîner des complications telles que des douleurs, des infections bactériennes et peuvent conduire à la mort. Des victimes que nous avons rencontrées éprouvent des difficultés à faire des témoignages sur nos antennes, même sous couvert d'anonymat. Cependant, elles nous ont confié hors antenne souffrir terriblement de cette situation. Si certaines souffrent d'infections récidives de la vessie et des voies urinaires, d'autres souffrent de stérilité. 38% de femmes de 15 à 45 ans sont excisées en Côte d'Ivoire.
Les autorités ivoiriennes font de la sensibilisation pour freiner le phénomène. Des ONG, parmi lesquelles la Fondation Guigui, sont aussi dans la sensibilisation et dans la prise en charge des victimes. De façon générale, nos actions portent sur une approche qui a été renouvelée plusieurs fois dans nos sites d'intervention, l'approche holistique qui consiste à prendre en charge la victime après des séances de sensibilisation dans la communauté. Et ces séances de sensibilisation dans la communauté passent par des thématiques bien précises, l'alphabétisation, les droits de la femme, avant d'aborder la question des mutilations génitales féminines. Il faut dire que dans l'ensemble de nos zones d'intervention, nous avons des résultats probants parce que des communautés dans la région d'Odjené, 5 localités ont abandonné la pratique il y a de cela 3 ans. Et nous sommes dans 13 localités de cette région pour continuer et d'intensifier nos actions. La loi ivoirienne fait obligation de dénoncer les personnes qui s'adonnent toujours à cette pratique. Cette même loi punit les contrevenants d'1 à 5 ans d'emprisonnement ferme et d'une amende allant de 360 000 à 2 millions de francs CFA. La forêt est le lieu principal où se fait l'excision dans de nombreuses localités. Le village de Gopoupleu, dans la région du Tongpi, a désacralisé sa forêt pour mettre fin à la pratique. Un cas qui pourrait servir d'exemple dans toute la région, encore minée par les mutilations génitales féminines. F. Une végétation luxuriante, des personnes qui se feraient un chemin, parmi lesquelles des hommes. Des hommes ici, dans ce lieu. Une chose impossible il y a de cela quelques années. Cette forêt était avant la forêt dans laquelle les femmes excisaient. Aucun garçon ne rentrait ici. Le jour d'excision, le garçon qui est là, où on est rentré là, c'est là le garçon s'assoit comme sur un. Aujourd'hui donc, plus de limites. La forêt sacrée de Gopoupleu est désacralisée. Mieux, une partie est lotie, mais le centre où se trouvent les tombes des exciseuses est resté tel pour servir de témoignage pour la postérité. Les vieilles personnes, les garçons comme femmes, étaient présentes et elles ont accepté pour qu'on puisse laisser cette partie et montrer aussi à nos parents d'ailleurs que ce n'est pas bon l'excision. À Gopoupleu donc, les différentes communautés ont adhéré à l'éradication de la pratique des mutilations génitales féminines MGF. Un aboutissement de plusieurs années de lutte avec des sensibilisations tous azimuts. À la base, le comité de protection de l'enfant, aidé par l'ONG Siloué et Save the Children. Le comité de protection d'enfants était là, en train de faire le porte-à-porte pour sensibiliser les gens et dire les méfaits de l'excision. Alors, les parents qui étaient ancrés dedans ont commencé à écouter un peu. Tout a été dit. Et c'est à partir de ce moment que les murmures il va avoir excision ici, il va avoir excision ici, là. On commençait à ne plus entendre parler de ça. C'est un exemple de bonne pratique et nous souhaitons vulgariser cet exemple-là dans toutes les autres communautés où la pratique des MGF est vraiment ancrée dans les cultures. Le poids de la culture est un véritable frein à l'éradication totale des MGF. Pour cela, il faut impliquer davantage dans la lutte les leaders politiques, religieux et communautaires à l'image de ces chefs traditionnels. Ils ont pris un engagement solennel à Gopoupleu, localité de la sous-préfecture de Logoualé. Le rond-point central de la ville de Bouaké a désormais un nouveau visage. Aménagé et embelli, le site va renflouer les caisses de la trésorerie de la mairie grâce aux pancartes publicitaires notamment qu'il peut désormais abriter. Les feux de brousse causent de nombreux dégâts à Oumé. Plusieurs hectares de cacao et autres cultures disparaissent avec l'espoir de la famille et de la communauté tout entière. Des feux de brousse provoqués souvent par l'action de l'homme. Paresse reconnaît. Des flammes, une fumée épaisse. Ce champ, situé à une quinzaine de kilomètres d'Oumé, est celui des Richemont. À l'aide d'une machette, ces pères de 2 enfants tentent de freiner la progression du feu qu'ils croyaient pourtant éteint la veille. Venu avec nous constater les dégâts précédents, Richemont, surpris de voir que le feu a repris, regarde impuissant ses hectares de cacao et de bananes plantains partir en fumée. Le constat est amer. Tout a été ravagé. Le cacao, depuis 8 ans, ça a été planté. Bientôt, depuis l'année passée, on a commencé à produire.
Le voici actuellement, tout est desséché, mort. À l'origine de l'incendie, une imprudence. C'est quelqu'un qui avait nettoyé un bas-fond et bon, il a brûlé. Le bas n'était pas totalement éteint, puis bon, il l'a laissé. Les feux de brousse sont récurrents dans le département d'Oumé. Sur la liste, la forêt classée de l'Athénée, située à environ 20 km de la ville d'Oumé. Il faut dire qu'on a eu plusieurs origines. Donc deux feux d'origine externe qui sont venus du domaine rural. Et ensuite, les autres feux sont des actes de sabotage de paysans ayant leurs champs qui ont été brûlés de manière accidentelle par le feu, donc par jalousie. Ils mettent ce genre de feu-là pour que ça puisse brûler aussi le champ de leurs collègues. Pour les agents de la SODEFOR, circonscrire le feu dans cette forêt classée de plus de 29 000 hectares n'est pas aisé. Les autorités municipales, elles, entendent sensibiliser davantage les populations de cette localité sur les dangers liés au feu de brousse. En image, le rond-point central de la ville de Bouaké, après plusieurs mois de travaux d'embellissement, dans le reportage de Soro Corona et le commentaire de Kader Segodego. Le rond-point central de la ville de Bouaké a désormais un nouveau visage. Ce site a été aménagé et embelli pour être plus attrayant. Baptisé Couronne du Roi, vu sa forme circulaire et les décors faits, le rond-point va être un espace que les annonceurs peuvent utiliser pour communiquer. Les travaux d'aménagement et d'embellissement de ce passage obligé de la ville de Bouaké ont duré 3 mois. L'infrastructure a été officiellement présentée aux populations. Pour Djibo Youssouf Nicolas, le rond-point central de Bouaké fait partie d'une série d'infrastructures qui seront inaugurées en cette année 2016 pour le bonheur de toutes les populations. Nous avons pris devant vous l'engagement de mettre à votre disposition des ouvrages novateurs, gages du bien-être de cette ville. Cette importante cérémonie, la première du genre pour cette nouvelle année, a aussi une autre résonance pour notre municipalité. Nous la voulons comme le début d'une série d'inaugurations d'édifices publics qui jalonneront toute l'année 2016. Outre son aspect embellissant, le rond-point central de la ville de Bouaké va générer des revenus additionnels pour la commune. L'aménagement de nombreux autres ronds-points est prévu en cette année 2016. Réunion de rentrée du Trésor public à Yamoussoukro, la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique a défini ses orientations. Les 12 axes stratégiques vont servir de feuille de route à l'ensemble de ces services pour cette année 2016. Kader Segodego. Pour cette année 2016, le Trésor public ivoirien sera guidé par une feuille de route qui repose sur 12 points. Optimiser la mobilisation des ressources intérieures et extérieures. Gérer la trésorerie avec efficience, assurer la soutenabilité de la dette publique et respecter les engagements pris dans le cadre des règlements des dépenses, renforcer la viabilité de l'information financière et comptable, accompagner les banques et établissements financiers dans le financement de l'économie, assainir le marché des assurances, intensifier la surveillance du secteur de la microfinance, améliorer la qualité des relations avec les partenaires et clients externes, poursuivre la dématérialisation des supports et des procédures, déployer la démarche qualité, le contrôle interne et la maîtrise des risques, poursuivre la promotion des valeurs d'éthique et renforcer les capacités du personnel. Le respect de cette feuille de route est important car en cette année 2016, le Trésor public ivoirien doit mobiliser environ 1192 milliards de francs CFA sur le marché des capitaux pour accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre du plan national de développement. Le gouvernement a retenu dans le cadre de son programme de travail des actions majeures sur la base des mesures clés définies par le chef de l'État. Il reviendra au Trésor public d'assurer une gestion optimale de la trésorerie afin de faire face avec efficacité aux charges liées à la mise en œuvre du plan national de développement et aux missions régaliennes de l'État. 2016 s'annonce donc comme une année charnière pour le Trésor public ivoirien. Fumoir détruit, drogue et armes blanches saisies, toxicomanes interpellés, la brigade spéciale de la direction de la police des stupéfiants et des drogues a mené une intervention dans le quartier rouge de la commune d'Adjamé, à Boussanego. Quartier rouge, sous-quartier dans la commune d'Adjamé, descente inopinée des forces de sécurité et de défense.
La mission est claire. Bouclage, ratissage, destruction de fumoirs et de tout endroit susceptible d'abriter des délinquants. Non loin de ces baraques de fortune se trouve un bâtiment protégé par une clôture en tôle. Mais loin d'être un espace commercial, c'est en fait un grand fumoir. Ici, ça pue la drogue. Vous voulez vous approvisionner? Prenez donc place en attendant d'être reçu au guichet. Mais ne vous fiez surtout pas au décor. Mais une fois servi, un espace vous est réservé pour vous permettre d'être à l'aise. Mais attention, lorsque l'on dépasse sa dose, les choses se compliquent. Mon grand frère. Oui, mon vieux père. Allez, mets la bouteille. Oh. Allô? Oui, là où? Mais aujourd'hui, ce fumoir n'existe plus. Il a été détruit par la machine de la brigade spéciale de la direction de la police des stupéfiants et des drogues. De la drogue, notamment la cocaïne et l'héroïne, des comprimés Rivotril et diazépam, des pipes, des armes blanches, un canon scié saisi et une dizaine d'individus interpellés. Depuis l'an dernier, nous avons démoli ce fumoir avec un bulldozer. En moins d'un an, ils ont reconstruit le fumoir. Et là, moi, je lance un appel pour dire que ça s'étend sur Abidjan et sa banlieue. L'opération a été menée par la brigade spéciale de la direction de la police des stupéfiants et drogues, la compagnie d'intervention de la préfecture de police d'Abidjan, le 3e arrondissement d'Adjamé, la police criminelle, les CRS 1 et 2, le district de police d'Adjamé, appuyé par le Centre de coordination des décisions opérationnelles CCDO. Le conseil régional du Béret construit un centre de santé à Kouassi-Dougou, sous-préfecture de Marandala. Ce sont plus de 4000 âmes qui vont en bénéficier. La remise des clés avec Mamadou Kouassi. Un centre de santé rural à Kouassi-Dougou, un village de la sous-préfecture de Marandala dans le département de Mankolo. Une infrastructure sociale de base pour soulager ces populations qui n'aspirent qu'à leur bien-être. En plus, le centre de santé de Kouassi-Dougou bénéficie également du matériel médical, d'où cette expression de joie. Car ces populations ne vont plus parcourir la vingtaine de kilomètres qui les séparent de leur chef-lieu de sous-préfecture, qui dispose d'un centre de santé. Désormais, ces populations en majorité agriculteurs et éleveurs pourront bénéficier sur place d'une prise en charge médicale primaire en cas de nécessité. L'œuvre est du conseil régional du Béret. Abdelkader Karamoko et son équipe veulent rapprocher les structures sanitaires des populations, car il y va, selon le président du conseil régional, de l'amélioration des conditions de vie de ces populations. Je voudrais demander aux populations de venir dans le centre, de fréquenter assidûment le centre de santé. Parce que c'est bien d'aller faire des canaries, mais c'est encore mieux de venir à l'hôpital pour se soigner. Parce que l'hôpital, c'est scientifique. Et nous allons ainsi continuer dans le travail qui nous a été confié. Le parrain de la cérémonie, Lemassou Foufana, par ailleurs président du conseil d'administration de la RTCI, a exhorté la population à prendre soin de cette infrastructure. Il a également demandé à la population de fréquenter les centres de santé tout en laissant les traitements traditionnels. Cette action du conseil régional est saluée par la mutuelle de développement économique et social de Kouassi-Dougou. Le président de la mutuelle s'engage aux côtés du conseil régional pour le développement de son village. Le conseil régional du Béret a fait de la santé et de l'éducation ses priorités. C'est pourquoi il prévoit la construction des logements du personnel médical à la fin de cette année 2016, ainsi que la réalisation d'un forage. Elles veulent devenir autonomes. Les femmes de Diego Nefla se sont réunies autour d'activités génératrices de revenus. Elles ont reçu un fonds de 10 millions de nos francs pour mener à bien ces activités. Patricia Omouetia. Située dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, Diego Nefla est une ville cosmopolite. Plusieurs ethnies y cohabitent. Les femmes de cette localité se sont regroupées au sein de la Fédération agricole de Diego Nefla. Le but est de fédérer leurs efforts pour accroître la production agricole. Pour les encourager, Bagrou Goli, maire de Diego Nefla, a procédé le week-end dernier à la remise d'un chèque de 10 millions de francs CFA aux femmes pour renforcer leurs activités. Lorsque vous aidez une femme, vous aidez toute la famille, vous aidez toute la nation. C'est pourquoi ici à Diego Nefla, nous avons eu des projets innovants, des projets fédérateurs, des projets pour les femmes, pour les sortir du sous-développement.
Il a également contribué à la réhabilitation de certaines infrastructures de la commune afin de contribuer à l'amélioration du cadre de vie de ses populations. Une cérémonie conviviale qui a enregistré la présence des cadres et des élus de la localité. Le président du conseil régional des Grands Ponts s'est rendu à Likpilassié, une localité balnéaire du département de Grand Lao. Gabriel Yassé est allé échanger avec les populations de 12 villages de l'île Avikam sur plusieurs projets de développement, notamment le problème de l'embouchure du fleuve Bandama et aussi le conflit avec l'entreprise Sicor. Mamadou Kwasi. Le président du conseil régional des Grands Ponts, Gabriel Yassé, à la rencontre des populations villageoises de l'île Avikam. C'est le village de Likpilassié, dans le département de Grand Lao, qui a servi de cadre à cette rencontre. Une rencontre portant sur le développement de leur localité. Au centre des discussions, le conflit entre ces communautés villageoises et l'entreprise Sicor, spécialisée dans le traitement du coco râpé. En plus, la délégation du conseil régional des populations a abordé la question portant sur l'embouchure du fleuve Bandama. Le porte-parole des communautés a au nom des populations exprimé le souhait de voir le problème résolu. Le problème de l'embouchure, le problème de l'érosion marine, de l'érosion côtière ne nous échappe pas à Abidjan. Nous allons reprendre de la vitesse pour travailler sur le projet de l'embouchure du port de pêche de Grand Lao. Le président du conseil régional des Grands Ponts a assuré les populations que tout est mis en œuvre pour trouver une solution à ces problèmes. Gabriel Yassé a indiqué que le président de la République, Alassane Ouattara, a donné des instructions à son gouvernement pour qu'une solution soit rapidement trouvée à ce qui oppose Sicor aux populations. Concernant l'embouchure du fleuve Bandama, des dispositions sont en cours également, selon lui, afin d'arrêter l'avancée de la mer. L'actualité sur le reste du continent. Au Mali, l'attaque d'une base de l'ONU a tué au moins 4 djihadistes présumés et un militaire malien dans la ville de Tombouctou. Un véhicule a forcé un barrage de l'armée malienne avant d'exploser avec des terroristes à son bord. Ensuite, des échanges de tirs, mais le secteur a finalement été bouclé. Sécheresse inhabituelle, pénurie alimentaire. Le Zimbabwe a déclaré hier vendredi l'état de catastrophe naturelle. Les autorités du pays ont précisé l'urgence de la situation. 26% de la population, soit 2,44 millions de personnes, vont se retrouver en situation d'insécurité alimentaire, principalement dans les zones rurales. Une crise qui pourrait durer 1 an. Tremblement de terre en Taïwan ce samedi matin. 4 immeubles se sont effondrés, 8 personnes tuées et plus de 300 blessés selon les derniers bilans. 240 personnes ont pu être sauvées. Les secours continuent les recherches dans les décombres. Les images d'un Taïwan encore sous le choc. Le sud de l'île de Taïwan frappé ce samedi par un séisme de magnitude 6,4 provoquant l'effondrement de 4 immeubles dans la ville de Tainan. Au moins 7 personnes ont été tuées et plus de 300 blessés selon le dernier bilan. Les recherches se concentraient essentiellement autour d'une tour de 16 étages où plusieurs dizaines d'habitants étaient encore prisonniers sous les décombres. Le nombre exact de personnes qui se trouvaient dans l'immeuble n'était pas défini dans l'immédiat. Mais selon les responsables, l'immeuble comptait 96 habitations et 256 habitants. Les équipes de secours poursuivent les opérations appartement par appartement. L'île de Taïwan n'est pas son premier séisme. Une secousse de magnitude 7,6 l'avait frappé en septembre 1999, ôtant la vie à 2400 personnes. Et en juin 2013, un tremblement de terre de magnitude 6,3 avait fait 4 morts et provoqué de nombreux glissements de terrain. Le coup d'envoi a été donné pour le carnaval de Rio au Brésil. Plus de 5 millions de touristes sont attendus, mais le virus Zika vient jouer le trouble-fête. Les risques de contagion ne sont plus à négliger. Le virus a été détecté dans la salive et l'urine. Adama Kamagate, Abussanego. Dans la joie, la fraternité et la paix, je déclare ouvert le plus grand carnaval du monde. Votre carnaval dans cette ville merveilleuse. Après l'annonce du symbole du carnaval, joie, chants et danse sur les pas de la samba pour dire que le carnaval de Rio commence déjà bien. À ce carnaval 2016, l'ambiance risque d'être morose. Et pour cause, un invité surprise appelé le virus Zika. Depuis sa détection, ces risques de contagion ne cessent de grimper. Après la piqûre de moustiques,
Et par rapport sexuel, un institut de recherche scientifique annonce avoir détecté le virus Zika dans l'urine et la salive. J'ai été très surprise de trouver le virus dans l'urine parce que l'urine est en général acide, un pH qui normalement inactive les flavivirus. Chaque découverte est une surprise et un grand apprentissage pour nous. Même si l'Institut précise qu'il était trop tôt pour savoir s'il s'agit là d'un nouveau mode de contagion, vigilance tout de même pour la population et pour les 5 millions de touristes nationaux et internationaux attendus. On prend beaucoup de précautions, mais les gens qui vivent au Brésil savent que la dengue fait beaucoup plus de mal que le Zika. Donc on prend des précautions, on fait le nécessaire, mais on fait tout ça très calmement. En Colombie, le virus Zika a fait cas de 3 morts. Malgré cette menace, la plupart des Brésiliens veulent s'amuser, histoire de laisser derrière eux la crise économique et le chômage qui frappe ce pays, 7e économie mondiale. Et ce sont ces images du Brésil qui mettent fin à ce 13h. Merci de nous suivre. Très bon samedi à tous sur RTI1.